C'est visiblement un inconnu célèbre. Bonjour, monsieur. La seule chose que l'agence, la start-up fournisseuse d'invités surprises m'a dit, c'est que vous aviez fait, à la fin du dernier millénaire, un système expert. Alors, moi, si je lis la presse, en particulier tous les récents numéros spéciaux sur l'intelligence artificielle, les systèmes experts, c'est une chose qui ne marchait pas du tout. Alors, je me demande bien pourquoi on vous a choisi. D'abord, est-ce que vous avez vraiment fait un système expert dans les années... Je ne sais pas si on a fait un système expert, mais on a fait de l'ingénierie des connaissances. C'est un point sûrement à expliciter. Et donc, le point de départ, c'est effectivement réaliser un système guide-opérateur pour assister le pilotage des hauts fourneaux du groupe Usinor. Donc c'était à la fois un projet technique et un projet humain, puisqu'il s'agissait de mutualiser les connaissances des différents sites industriels. Et chacun sait qu'entre le nord et le sud, les relations n'étaient pas toujours très courtoises. Donc, il a fallu aussi gérer ce problème. Attendez, excusez-moi, je vous interromps, parce que là, si je regarde la chronologie de ce qui s'est passé en intelligence artificielle depuis la nuit des temps, je vois absolument, ces numéros spéciaux, Libération, France Info, France Inter, tout ça, c'est du sérieux. Et je suis désolé, mais c'est pas marqué. C'est-à-dire qu'on passe de 1965 là, à 1997, de la loi de Moore à Deep Blue. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai tout ce que vous dites? Alors, c'est d'autant plus vrai que je peux citer un autre journal qui est Le Monde Informatique, qui en son temps a retenu ça comme une des grandes opérations des 20 dernières années et a cité donc ce projet en 2000. Alors peut-être notre système de documentation en ligne, témoigne un petit peu de cette réalité, effectivement, au fourneau, et puis un jeune homme là devant des installations impressionnantes. Alors, quelle différence vous faites entre gestion de connaissances, système expert, intelligence artificielle, si vous voulez? Bon, pour moi, ce qui est important en termes, quand on emploie le terme intelligent vis-à-vis de l'utilisateur, parce que je suis d'abord un utilisateur, je ne suis pas informaticien, comme vous pouvez vous en douter. Et donc pour moi, un système intelligent, c'est un système qui a un comportement intelligent, c'est-à-dire qui me dit ce que j'ai besoin de savoir à un moment donné et qui se tait quand j'en ai pas besoin. Donc c'est déjà quelque chose qui relève autant de l'ergonomie que du savoir ou de la technologie des algorithmes en eux-mêmes. Et je parle d'ingénierie des connaissances parce que le travail qui a été fait de modélisation avec l'apport de Libero Maizano, que j'aperçois au premier rang, nous a permis effectivement d'avoir des capacités d'analyse et de mettre en évidence des choses que nous ignorions nous-mêmes. Autrement dit, comme le dit la maïeutique, on ne savait pas qu'on savait ça. Et ça nous a permis, au-delà du projet Sachem, parce que Sachem, c'était simplement le premier exercice, mais il y en a eu d'autres dans le groupe Usinor. Il faut dire que nous avions à l'époque M. Francis Maire, qui était président du groupe et qui avait une vision assez flatteuse de la technologie sur le futur. Donc, ce qui nous a permis effectivement de pouvoir travailler sereinement en ne se battant pas tous les jours sur le budget. Nous avions défini un budget au départ. On l'a un petit peu dépassé. Bon, on a été un petit peu plus long. Il y a eu des aléas effectivement de déroulement. Mais dès les 3 premières instances installées du système, on a décidé d'aller ailleurs. Et donc, on est allé là où le client est au contact du produit. Et donc, vous tous ici, chaque fois que vous rentrez dans une nouvelle voiture, vous rentrez dans une voiture qui utilise ou qui utilise les résultats de l'application de nos systèmes, puisque toutes les
tous les ateliers de galvanisation en Europe en particulier, mais également au Brésil, aux États-Unis et ailleurs, sont équipés de systèmes que nous avons développés à la fin des années 90. Alors comment c'est né? Ça a dû naître à la fin des années 80. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Est-ce que c'est un beau matin parce que j'imagine que ce n'était pas tellement dans la culture des ingénieurs sidérurgistes, des chimistes, peut-être des mathématiciens, des physiciens, de se lancer dans la gestion de connaissances. Comment s'est produit le déclic? En fait, le point de départ, déjà, il faut avoir des connaissances. Et donc, nous avions démontré avec un collègue, en travaillant 24 heures sur 24, pendant le mois de février, c'est le plus court, nous avions démontré qu'on faisait des progrès considérables, on avait des fonctionnements bien améliorés, avec de l'expertise, qu'on pourrait dire, en ligne. Donc, nous avons essayé avec toutes sortes de langages qui, je pense, aujourd'hui sont sur les étagères. On n'a pas réussi. Et on a entendu parler en 1987 d'intelligence artificielle. Alors évidemment, c'était un terme absconce, mais c'était un peu magique. Surtout qu'à cette époque-là, on se réunissait à Avignon. Il y avait 3400 personnes qui assistaient aux Journées internationales d'Avignon. Bon, j'y suis allé aussi, bien sûr. Il fallait bien que je me dépucelle. Et donc, finalement, on a fait un avant-projet. Enfin, on y a été quand même avec une méthodologie très prudente. Et je pense que ça aussi, c'est important. On s'est convaincus nous-mêmes par la suite que c'était faisable. Vous ne savez peut-être pas que ça n'était pas faisable. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé avec un concours. Certaines personnes dans cette salle ont participé à ce concours public. Et le projet a été lancé en octobre 1991, quelque part dans les Cévennes, avec une équipe de projet qui a enflé, qui a diminué, parce que suivant les temps. Ce que je peux vous dire aussi tout de suite, c'est que non seulement ça a été un projet à succès, au moins pour l'entreprise, puisque au bout de 7 ans, la création de valeur de cette technologie, la création nette, c'est-à-dire quand on déduit tous les frais, tous les coûts, était de 75 millions d'euros annuels. Donc, je ne sais pas si vous voyez le bénéfice. On a démontré, par exemple, qu'on pouvait aussi avoir des pépites. C'est-à-dire que simplement par l'analyse des connaissances, parce qu'on a appris, évidemment, on est devenu aussi un peu plus habile en matière de méthodologie, on a pu démontrer que dans la technologie de la galvanisation de la tôle, c'est un peu abscons peut-être pour vous, mais vous voyez bien la tôle de votre voiture, c'était un investissement on économisait un investissement de 150 millions d'euros simplement avec 100 000 euros d'investissement humain. Alors, quand on regarde... vous voyez le rapport. Et si on investit, en plus, je vais peut-être un peu vite par rapport aux questions que vous vouliez poser, mais si vous voulez investir dans l'intelligence, le rapport, pour 1 euro investi, vous gagnez 7 fois plus que d'investir dans le matériel. Et ça, je crois que c'est une grosse lacune que nos dirigeants ne connaissent pas. Souvent, ils n'ont aucune idée du coût des actifs immatériels, de l'impact de ces actifs immatériels. Et là, nous, on a pu effectivement le démontrer. C'est-à-dire qu'on a vu les résultats, on savait combien on avait dépensé, on savait ce que ça a rapporté. Alors justement, quand on regarde l'article Wikipédia en français sur les systèmes experts, Sachem est cité, enfin en gros on en cite 2. On cite Dundral, le premier, et puis Sachem, le dernier. Donc c'est le dernier des Mohicans, Sachem, en fait. Absolument, c'est normal. Donc comment expliquer cette... J'emploie un mot un peu dur, mais on a tous vécu ça un peu une espèce d'enterrement de première classe ou pas de ce domaine. Qu'est-ce qui fait que, soit on n'en parle pas et ça marche bien, mais surtout, qu'est-ce qui fait qu'on n'en parle plus, et ensuite que ça n'a pas été peut-être plus visible et plus généralisé en dehors de vos sociétés? Jean-Claude Roux disait il y a quelque chose... Organisateur des Journées d'Avignon. Voilà, je pense que bien connu.
Jean-Claude Roux disait l'intelligence artificielle, c'est devenu l'informatique anonyme. C'est-à-dire qu'on ne met plus forcément en évidence parce que c'est devenu un outil commun. On avait une équipe qui travaillait, elle n'avait pas forcément conscience qu'elle faisait de l'intelligence artificielle, pas plus que moi. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce système, il a été installé encore il y a 2 ans à deux endroits en Allemagne. Donc, et le même code que celui qui a été implémenté et qui a tourné qui a été inauguré en octobre 1996. Donc 20 ans après, les mêmes connaissances, c'est rassurant quand même, les mêmes connaissances parce qu'on est confronté à la physique, mais malgré tout, les algorithmes tiennent le choc. Et je crois qu'il faut saluer le travail des gens qui... Moi, j'avais pas beaucoup de mérite dans cette affaire, j'étais l'arbitre au-dessus de la mêlée, mais j'ai eu affaire effectivement à des collaborateurs et des confrères qui ont sué pour parvenir à remplir nos objectifs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, alors que nous partions pour 7 ans, l'objectif, pour ceux qui s'en souviennent du cahier des charges, c'était 7 ans, on en est à 3 fois plus, avec les mêmes algorithmes, la même connaissance. Alors bien sûr, l'interface a changé, il faut être dans l'heure du temps. Bon, on est un peu les gens. Quand on a commencé, les gens découvraient la souris. Ça paraît tout bête, mais personne n'avait Internet à la maison, etc. Donc il y avait déjà. On en a parlé d'acceptabilité tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé avec des ergonomes. J'avais 2 ergonomes femmes. Voilà. Donc moi, j'avais des femmes dans mon équipe. C'était pas toujours facile d'ailleurs, parce que les psychos, quelquefois, sont un peu durs en affaires. Mais bon. Autant je crois qu'on est tous extrêmement admiratifs pour ce que vous avez fait, je pense que vous y êtes pour beaucoup. Autant, en tout cas je vais parler pour moi, on a une grande déception à voir ces idées de gestion de connaissances, de modélisation, apparemment disparaître dans les activités industrielles, commerciales aujourd'hui, au profit peut-être d'analyse de données un peu aveugle. C'est juste pour citer cette notion d'ingénieur de la connaissance, qui était un métier qui existait. Vous avez payé, vous, des ingénieurs de la connaissance. Et je pense qu'aujourd'hui, personne ne lèverait le doigt si on lui demandait s'il est ingénieur de la connaissance. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution ? Oui, c'est absolument vrai, mais en fait, si je regarde, moi je connais surtout le monde de la sidérurgie, de la métallurgie, hein, où j'ai œuvré jusqu'à l'année dernière, dans tous les pays. Hein, c'est à peu près le même schéma, ce sont les managers qui sont aux manettes, et pour un manager, un technicien, ça se remplace. C'est comme une pièce détachée, je la prends, je la rejette. C'est la méthode Kleenex. Donc c'est difficile de construire, parce que les connaissances, il faut les acquérir. Et vous avez parlé de formation dans la table ronde, mais le problème se pose. Et nous, les premiers opérateurs qui ont travaillé avec des outils comme ça, ils avaient 20 ans d'expérience. Donc l'outil les accompagnait. Il ne les remplaçait pas. Il n'était pas question de faire une prothèse. Mais c'était des gens qui étaient critiques, qui pouvaient être critiques et prendre ce qu'il y avait à prendre, éventuellement laisser ce qu'il fallait laisser. Puis après, ces gens-là sont partis en retraite. Et on a vu arriver des jeunes gens qui, eux, connaissaient la souris, qui ont une confiance absolue dans les systèmes et qui sont prêts à foncer, à suivre. Donc là, il y a un vrai problème de formation. Il faut former les gens et il faut des formateurs. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne ferait plus ça. On a pourtant les mêmes outils en place. Aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de faire un système tel que celui-là, parce qu'on n'a plus les hommes et les femmes, bien sûr, pour le faire. C'est-à-dire que notre monde, il a évolué. Sans doute aussi, nous avons nous-mêmes été un acteur du changement, très probablement. Mais aujourd'hui, je constate que les gens sont un petit peu naïfs. Et surtout, ce qui me paraît extrêmement important, et donc tout le monde se souvient du fameux tube de Pitot qui a envoyé le Rio-Paris à la flotte, tout le monde ne croit le résultat du modèle, y compris au niveau du GIEC. Personne ne met en cause les données.
Et ça, je crois que c'est un travail essentiel si on veut pouvoir faire confiance au système et qu'il soit acceptable, c'est qu'il parle à bon escient avec des données qu'on a qualifiées. Plus on a de données, plus on va mettre de bruit dans ces données-là. Et il faut trier, il faut qualifier ces données. Et ça, c'était aussi un gros travail de connaissance. Et quand on regarde un système comme celui-là, il y a du système expert, certes, qui tourne en cool 4.4, c'est ça. Mais il y a aussi de l'intelligence et de la connaissance dans le système d'interface humaine, dans l'analyse, dans les courbes d'analyse de signal, etc., et dans la qualification des données. Autrement dit, c'est à toutes les étapes du raisonnement qu'on se pose la question, un peu comme le philosophe, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et on met en doute. Et je crois que ça, c'est un élément extrêmement important. Il faut être très humble par rapport à ça. Bon, peut-être que c'est parce que je commence à sentir la naphtaline que je dis ça, mais c'est extrêmement important parce que je le vois dans les pays, entre guillemets, neufs, où j'ai œuvré encore il n'y a pas si longtemps, par exemple en Russie, alors aux États-Unis, du moment que ça boucle, c'est parfait. Hein, ils veulent mettre Kreuz et puis on est tranquille. Moyennant quoi, j'aurais pu vous montrer des photos de hauts fourneaux explosés, hein, éventrés, avec plusieurs morts à la clé, parce qu'effectivement, on met Kreuz, hein, puis on ne s'occupe plus du reste. Bon, donc, quand on est avec des opérateurs de ce style, il faut beaucoup prêcher pour leur dire mettez des données, qualifiez vos données, contrôlez ce que vous faites avant d'exploiter ces données. Et peut-être qu'avec moins de données pertinentes, on aura de bien meilleurs résultats. Je ne suis pas du tout sûr que la foultitude nous aide beaucoup plus que ça. Merci infiniment. Claude Thirion.